Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Pour parler aujourd'hui de la situation politique, militaire et géopolitique, on reçoit aujourd'hui un historien, ancien diplomate. Bonjour Elie Barnavi, Bonjour. ancien ambassadeur d'Israël en France, auteur notamment d'un livre intitulé 10 thèses sur la guerre, publié chez Flammarion il y a maintenant une dizaine d'années. Dans une récente tribune au journal Le Monde, vous affirmiez, je cite, que la situation stratégique d'Israël était proprement catastrophique. Des houtistes yéménites au Hezbollah libanais, en passant par les milices pro-iraniennes d'Irak, de Syrie, les cellules armées de la Cisjordanie, Israël fait face à une multiplication inédite de fronts qui l'enserrent de toutes parts. Toutes ces organisations relèvent d'un État constitué, l'Iran, qui est une théocratie chiite militarisée. En fait, et c'est là la phrase effectivement choc que vous donniez, la guerre de Gaza est la première guerre ouverte israélo-iranienne par milices interposées. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la question du Nord va se poser rapidement. En tout cas, il semble que les autorités envisagent une éventuelle intervention. On voit mal comment le Hezbollah retirerait de lui-même ses forces au-delà du Litani. Et il va bien falloir rapatrier les réfugiés qui sont actuellement déplacés du Nord. Est-ce qu'une opération, une intervention sur cette zone-là vous paraît aujourd'hui probable, inévitable? Probable, plausible, oui. Inévitable, non. C'est-à-dire, c'est toute la question. Vous savez, en général, en ce moment, on nage, c'est une réflexion générale, si vous voulez, avant d'entrer dans les détails, on nage dans une espèce d'incertitude totale qui est à la fois stratégique, militaire et politique. C'est-à-dire, et tout se tient. C'est-à-dire, euh, beaucoup de choses dépendront de la manière dont nous gérerons la question du cessez-le-feu à Gaza, nous en parlerons. Et donc là, il est évident, du moins là encore probable, plausible, que ni le Hezbollah ni l'Iran ne veulent de confrontation directe, pour des raisons qui sont évidentes. C'est-à-dire le Hezbollah craint un embrasement majeur au Liban qui coûterait au Liban extrêmement cher. C'est aussi un acteur politique libanais. Fait partie du pouvoir. Il est le pouvoir en quelque sorte. Et pour lui, cette aventure coûterait au Liban très très cher. Et donc, je ne pense pas qu'il soit très enthousiaste à l'idée d'une guerre ouverte contre Israël en ce moment. D'autant plus qu'il n'a aucun élément de surprise. Israël est bien préparé, la moitié de l'armée se trouve là-bas. Donc, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce genre de situation très inflammable, la guerre peut advenir même lorsque personne n'en veut. C'est de ça qu'il s'agit. Étant donné que le Hezbollah a ouvert le feu et chauffe la frontière pour prouver qu'il fait quelque chose au bénéfice du Hamas dans la bande de Gaza, et donc, il lui faut un moyen comme on dit ici, de descendre de l'arbre. C'est-à-dire à quel prix il pourra cesser les hostilités sans perdre la face. Et les Américains s'agitent pour cela beaucoup. C'est-à-dire que l'un des buts majeurs des Américains ici, c'est d'éviter précisément une conflagration dans le Nord. C'est pour ça qu'ils ont envoyé une armada tout à fait impressionnante en Méditerranée et dans le Golfe pour dissuader l'Iran et les Hezbollah d'entreprendre quoi que ce soit. Et donc, on en est là. S'il y a un cessez-le-feu à Gaza, est-ce que le Hezbollah se saisira de cette occasion pour arrêter les frères en disant, bon, on a eu ce qu'on a voulu, on a on a provoqué le déplacement de dizaines de milliers d'Israéliens, on a aidé nos frères du Hamas, maintenant on peut arrêter. C'est une possibilité, et donc tout le monde mise là-dessus. C'est pour ça que je dis que tous ces fronts sont liés. Il est extrêmement difficile d'isoler le front du Oui, Nord de tout le reste. voilà. On est quand même obligé de parler des choses séparément. Et effectivement, cette impression d'incertitude qui peut conduire finalement à tous les scénarios possibles
c'est ce qui frappe aujourd'hui et ce qui est difficile d'analyser, même de prévoir évidemment les situations, d'autant que cette incertitude, elle est finalement assez mondialisée, si je puis dire, à Oui. d'autres niveaux dans tous les Laissez-moi pays. euh, Oui, apporter une précision qui me paraît importante. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire il faut élargir la focale en quelque sorte. Quoi qu'il arrive, il est évident que quelque chose doit se passer à notre frontière nord. On ne peut pas continuer comme ça. De la même manière que quelque chose devait se passer à la frontière sud contre le Hamas, on ne peut pas supporter à la longue un voisin comme le Hezbollah sur la frontière nord d'Israël. Ça, ce n'est pas possible. Il faudra s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, une manière de s'en sortir, c'est par la voie diplomatique, si les Américains y parviennent. Si nous parvenons à régler les quelques points du contentieux territorial qui ne sont rien, c'est plutôt un prétexte, le long de la frontière, puisque la ligne bleue, comme on l'appelle, c'est-à-dire la ligne de séparation, la frontière entre le Liban et Israël a été réglée par l'ONU. Donc là, pour une fois, nous sommes du bon côté de la communauté internationale. Et donc, si nous parvenons à régler ces problèmes frontaliers, à ce moment-là, on pourra songer à une application de la résolution de 701 qui a clos la précédente guerre avec le Hezbollah en 2006 et on aura une solution diplomatique. Si on n'y parvient pas, il faudra se résoudre une solution militaire. De toute façon, il est certain que on ne pourra pas continuer comme ça. Il faudra bien que les réfugiés rentrent chez eux. On ne rentreront pas tant que cette menace sera là. Donc, tout ça va se nouer assez rapidement, je pense, parce que la situation telle qu'elle est évidemment insupportable pour toutes les parties. N'oubliez pas qu'eux aussi ont des réfugiés dans le sud Liban. Il n'y a pas que d'Israéliens. Donc, l'Hezbollah ne peut pas continuer indéfiniment cette. alors si guerre il y a, il est Barnavi, aussi intervention, opération, comme on voudra, euh, quelle forme ça va prendre et est-ce que nous ne sommes pas face à un danger énorme avec l'ensemble ce dont dispose le Hezbollah Alors, si guerre il y a, ce sera pas une partie de plaisir. Vous savez, le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est la puissance 10. Ils ont, selon les estimations les plus courantes, quelques 150 000 missiles, dont une partie de longue portée, donc ils peuvent atteindre n'importe quel point du territoire israélien. Et donc, ce sera une guerre qui sera très dure pour la population civile. Et Israël réagira en conséquence. Et il faut s'attendre à des destructions massives, non seulement au sud du Liban, mais à Beyrouth, partout. Ce sera une guerre, du coup, israélo-libanaise. C'est que le gouvernement libanais, du moins la partie non Hezbollah, essaie d'éviter à tout prix. Et là, il y a, comme je l'ai dit, les Américains sont à la manœuvre, mais aussi les Français. C'est le front où ils peuvent, où la France peut intervenir pour des raisons qui sont évidentes, n'est-ce pas? Le Liban est une chance gardée pour la France en quelque sorte. Et les Français sont très très présents. Ils essaient en coulisses, on n'entend pas trop, mais ils essaient de pousser un règlement diplomatique. Autrement, pour répondre à votre question, il y aura guerre, et une guerre qui ne ressemblera pas à la guerre de Gaza, qui sera encore plus dure, puisque la guerre contre le Hamas, ils ont tiré beaucoup sur le territoire israélien, mais avec des moyens tout compte fait limités. Et là, ce sera un autre jeu d'une autre ampleur avec une riposte israélienne qui sera une espèce de guerre totale. Il faut absolument éviter cela. Les Français et les Américains s'y emploient. Euh, je ne pense pas que les Iraniens ont intérêt à se mêler de cette affaire. Ils ne veulent pas la guerre. Vous savez, pour l'Iran, Gaza, c'est important, mais le Liban, c'est infiniment plus important. Ils ne sont pas prêts à sacrifier le Hezbollah pour les beaux yeux du Hamas. Ils ne le feront pas. D'autant plus que le Hamas n'a pas pris le soin de les informer de l'attaque du 7 octobre. Donc on est dans un jeu extrêmement complexe où le pire peut arriver, mais il n'est pas sûr.
Alors, merci beaucoup, Elie Barnavi. Un mot maintenant peut-être de Gaza, alors précisément de la situation aujourd'hui. Information assez contradictoire. D'un côté, il y a les responsables militaires qui affirment que l'opération donne des résultats, que les objectifs de détruire l'essentiel des forces combattantes du Hamas est en cours d'achèvement, même si ça va prendre encore du temps. Et de l'autre côté, il y en a qui affirment que la situation est difficile, que le Hamas conserve encore un potentiel important de défense et même d'attaque. Alors, indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir sur ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez, vous, une idée précise de la situation militaire, effectivement, à Gaza? Une idée précise, non, parce que, vous savez, il y a le brouillard de la guerre, donc c'est très difficile d'avoir une idée précise. Mais je pense avoir une idée assez claire quand même de la situation sur le terrain. Et je dirais que les deux positions que vous avez exposées, il y a du vrai dans les deux. C'est d'un côté, le Hamas a pris et prend des coups très très durs. C'est-à-dire que l'essentiel des infrastructures militaires territoriales ont été démantelées. Au niveau de la brigade et du bataillon, il ne reste plus grand-chose au nord de la bande de Gaza et dans le centre pratiquement rien, dans le sud un peu plus, mais en voie de démantèlement. Le problème, c'est que on a affaire, ça les gens ont du mal à le comprendre, on a affaire au champ de bataille le plus extraordinaire, le plus bizarre, si vous voulez, qu'on n'ait jamais eu à affronter. Il se peut bien, tout ça sera disséqué pendant des années dans les écoles militaires partout sur la planète. On a affaire à un territoire qui, est, qui a été transformé en forteresse souterraine. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à démanteler. Vous savez, l'estimation aujourd'hui est qu'il y a environ 700 kilomètres de tunnels, 700 kilomètres reliés entre eux, dont certains atteignent des dizaines de mètres en profondeur, et qui sont donc reliés entre eux, donc qui permettent le mouvement de ce qui reste des troupes du Hamas d'un point à l'autre, et que Tsahal a réussi jusqu'à maintenant à démanteler environ 20% de cette infrastructure au bout de près de 4 mois de guerre. Et donc, pour démanteler le tout, il faudrait des années. C'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Et donc, il est vrai que malgré les coups que nous avons portés au Hamas, le Hamas garde une capacité de nuisance militaire assez importante. Pourquoi? À la fois à cause de ce que je viens de dire, à cause de l'infrastructure souterraine, mais aussi parce que c'est une milice, tout compte fait. C'est une milice dont les formations en unité territoriale sont importantes, mais ne sont pas tout. Vous liquidez les brigades et les bataillons, il reste des cellules autonomes, et même là où on a tout démantelé, et il ne reste plus d'unité territoriale, il reste des cellules autonomes qui surgissent des tunnels ou des caves et qui font encore des dégâts, encore maintenant, y compris capacité amoindrie, mais tout de même, de tir de roquettes contre le territoire d'Israël. Et donc, en venir à bout du Hamas, et là j'en viens à l'essentiel, si vous voulez, je pense que c'est possible, le démantèlement est en train de se faire, à la fois militaire et politique, il ne reste plus grand-chose des infrastructures politiques, mais il ne sera jamais complet sans la dimension politique de cette affaire-là. Et c'est là que le bas blesse. Le seul moyen d'en venir à bout du Hamas, c'est d'imaginer tout de suite une transition qui ne soit pas Hamas, vers quelque chose qui ne soit pas le Hamas. Et ça, c'est une affaire de politique, et de politique intérieure israélienne, de transactions entre Israël et les Américains et d'autres acteurs internationaux, notamment les pays arabes de la région. Donc, si vous voulez, le sentiment d'échec relatif que nous avons aujourd'hui, ce sentiment que maintenant l'opération tourne en rond et qu'elle a épuisé ses effets,
c'est ce que j'essaie de dire dans la tribune du Monde à laquelle vous faisiez allusion, provient de cela. Sa source est dans le fait que si vous n'imaginez pas ce qu'on appelle le jour d'après, si vous n'avez pas un plan politique, la guerre s'enlise. La guerre étant, comme nous le savons depuis Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens. Et si vous n'avez pas de politique, vous ne pouvez pas la poursuivre par d'autres moyens. Alors, l'armée fait ce qu'elle peut, elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Alors, je vous cite dans cette tribune, jusqu'à récemment, j'étais vent debout contre un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, comme la quasi-totalité de mes compatriotes israéliens. J'étais convaincu qu'il ne fallait pas lâcher la pression avant que les buts de guerre majeurs déclarés ne soient atteints, donc la destruction du Hamas et la libération des otages. Je n'en suis plus si certain désormais, donc c'est ce que vous venez de nous expliquer, Libar Navi. Pourquoi en étiez-vous sûr avant et quelles sont les raisons qui vous ont fait réviser donc cette première position? Non, ce que je disais avec tout le monde d'ailleurs, c'est qu'après ce qui s'est passé, une fois que tout le monde a enfin compris ce qu'il fallait comprendre depuis longtemps, qu'on ne pouvait pas vivre avec le Hamas à nos côtés, il fallait en finir. Et donc, il était impensable qu'il n'y ait pas d'opération militaire. Et si opération militaire il faut qu'elle soit suffisante pour nous débarrasser de la présence du Hamas. Ça, c'était l'évidence. Alors, c'est que nous mesurions tous mal, c'est pas tellement la capacité de résistance du Hamas, ça on le savait, mais c'est l'incapacité de ce gouvernement à imaginer la moindre sortie de guerre. Je constate simplement qu'au bout de plus de 3 mois de guerre, au prix de destruction intolérable, si vous voulez, dans la bande de Gaza, d'un nombre de morts intolérable côté troupes israéliennes, on n'avance plus. C'est-à-dire, on avance sur le terrain. Tous les jours, on nous annonce qu'on a tué encore quelques dizaines de terroristes, qu'on a détruit encore 2 ou 3 tunnels. Bon, ça, à cette vite-là, on en a pour des années. Et on en a pour des années sans perspective. Et donc, l'énorme problème des otages. C'est-à-dire là, et là, du coup, il faut avoir un ordre de priorité. Les 2 buts de guerre qu'on nous présente depuis le début, la destruction du Hamas et la libération des otages, apparaissent comme contradictoires. C'est-à-dire ça ne marche pas ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on privilégie? Est-ce qu'on sacrifie les otages? Il y a des voix d'Israël qui disent oui. Au nom du but suprême qui est la sécurité d'Israël et la destruction du Hamas qui en est la condition, ben, c'est une tragédie, certes, mais une nation doit savoir faire ça. Et je ne suis pas de cet avis. La plupart de mes compatriotes ne le sont pas. Je pense que maintenant, le sauvetage des otages est passé en premier. Il faut absolument, on les a abandonnés une fois, on ne peut pas les abandonner une deuxième fois. On ne sait même pas combien il en reste de vivants. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment, je me suis dit, bon, ça suffit. Et maintenant, il faut imaginer un moyen rapide de sauver ces gens tant qu'il est encore temps, parce qu'il se peut qu'on n'ait plus, à partir d'un certain moment, que des cadavres à ramener. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, un cessez-le-feu est nécessaire pour aboutir à un résultat. Vous savez, tout le monde parle ici, l'expression consacrée, c'est l'image de la victoire. Quelle image de la victoire on peut présenter? Et cette image de la victoire s'éloigne, c'est une espèce de fata morgana. Donc ça, voilà, ça, ce serait une image de la victoire, c'est le retour des otages. Oui, ça risque aussi, malgré tout, d'être une image de victoire pour le Hamas lui-même Absolument, si ce cessez-le-feu intervient maintenant. absolument. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dilemme, un dilemme très, très grave, parce qu'on n'échappera pas à cela, à la proclamation par le Hamas de victoire. Alors nous avons obtenu un cessez-le-feu long, nous avons libéré des milliers de nos prisonniers, nous avons gagné la guerre. Il y a aussi ce danger-là, évidemment. C'est pour ça que, et là on revient à la politique. Voilà, alors justement, on a quelques minutes encore pour quand même les perspectives politiques. Vous êtes de ceux qui, depuis toujours,
soutenez la solution dite à deux États, position que de la plupart des nations finalement dans le monde, mais pas apparemment des Israéliens, surtout après le 7 octobre. Comment est-ce que vous pouvez convaincre Elie Barnavi, vos compatriotes, qu'un État palestinien ne serait pas finalement uniquement préoccupé à combattre Israël, comme on l'a vu avec la bande de Gaza, comme cela a été manifeste après le retrait israélien de Gaza? Elie Barnavi. Eh ben, c'est pour ça que j'ai proposé de renverser l'équation. Il ne s'agit pas de convaincre les Israéliens, il s'agit de faire en sorte que la communauté internationale détermine une feuille de route claire et l'impose aux partis. Je dis cela depuis des années. Aujourd'hui, c'est évident. Il n'est pas du tout certain, je suis même certain du contraire, que les Israéliens soient dans la majorité opposés à cela. Évidemment, dans le brouillard de la guerre, comme je l'ai dit, alors que les plaies sont fraîches et des plaies s'ajoutent aux plaies, évidemment, ils font confiance à personne. Mais si on avait un leadership déterminé qui dessine un tracé raisonnable et qui puisse convaincre les Israéliens de son bien fondé, je crois qu'ils seront persuadés, comme ils l'ont été au moment d'Oslo. Vous savez, la plupart des Israéliens ne sont pas d'extrême droite ni d'extrême gauche, ils sont quelque part au milieu, ils veulent vivre, ils veulent s'en sortir, et ils sont dans un tunnel, si vous me permettez cette métaphore un peu élégante, pour la bonne raison que nous avons un gouvernement épouvantable et incapable d'imaginer quoi que ce soit, paralysé, avec à sa tête un délinquant, quelqu'un qui ne songe qu'à sauver sa peau. C'est-à-dire qu'un pareil, vous n'allez pas loin. Imaginez un instant la guerre d'Algérie sans De Gaulle. La guerre d'Algérie avec un gouvernement du type que nous avons. Vous essayez encore peut-être. Une dernière question plus personnelle, Elie Barnavi. Vous partagez donc votre existence entre Israël et l'Europe. Vous êtes un des rares à être finalement pleinement dans les deux mondes. J'allais dire pas 50-50, mais presque 100% israélien, 100% européen. Et vous êtes bien placé pour peut-être percevoir ce qui se passe dans les relations entre ces deux mondes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que le fossé s'est élargi entre la vision israélienne des Israéliens et la vision européenne ou la vision occidentale? Il y a comme une rupture qui s'approfondit dans cette perception. Je pense que vous avez raison, mais je pense aussi que rien n'est irréversible en histoire. Pour une part, cette rupture, cette espèce d'estrangement que vous constatez et qui est certain, est due au fait que nous sommes gouvernés par Netanyahou et cette bande de fascistes quoi, et de messianiques. Si le jour où nous aurons un gouvernement responsable et que nous entrons dans un processus diplomatique significatif, vous verrez que ce fossé se comblera très rapidement. Je peux comparer les deux situations, celle de la deuxième intifada, alors que j'étais en poste à Paris, et les réactions aujourd'hui. Et je vous assure que c'était pire à l'époque. Ce que le Hamas a fait n'est pas passé par profit à perte, ce n'est pas vrai. Alors pour un fragment de la population à l'extrême gauche, à l'extrême droite, les islamistes, oui. Mais pour les Français, pour ne prendre cet exemple, et certainement pour les gouvernements, ils n'oublient pas le 7 octobre. Et donc, il y a un différent politique profond, mais qui sera réglé le jour où nous aurons un gouvernement capable de prendre une décision plus raisonnable. Merci beaucoup. Merci Elie Barnavi d'avoir accepté de répondre aux questions de Mosaïque et merci à tous pour votre attention. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.